revenir sur Narjani, c'était avant Freud, n'est-ce pas, Narjani? C'est avant, c'est 1920. Et en même temps, cette histoire de homme-femme, ça fait penser à la bisexualité. Alors effectivement, elle reprend cette idée de bisexualité, elle est intéressée par ça. Avant Freud? Non, je pense que c'est avec Freud. Je pense que c'est avec Freud, je pense qu'elle... Parce qu'elle se dit très homme-femme. Ouais. Oui, elle le dit comme ça, mais c'est vrai que c'est toutes les femmes de tête, enfin toutes les femmes, beaucoup de femmes de tête, en fait, n'avaient pas d'autre choix que de dire qu'elles étaient masculines. Parce qu'en fait, c'était... C'est ça, exactement. L'égalité à l'époque, c'était dire je suis masculin, j'ai un côté masculin. Donc, dans les lettres de Freud, adressées à Freud, elle dit je suis. Vous savez que je suis... Mon côté viril. Mon côté viril, que je suis une femme masculine, et elle revient sur ça. Et le côté viril, ce n'est rien d'autre que les activités que les hommes faisaient normalement, que les femmes ne faisaient pas. Simone de Beauvoir, en fait, son père disait qu'elle avait un cerveau d'homme dans un corps de femme, et elle-même en fait, c'est une espèce... Déjà encore à cette époque-là. Les femmes de tête n'avaient pas d'autre choix que de s'identifier aux hommes pour exister. Et d'ailleurs, l'expérience Narjani, c'est intéressant, enfin l'expérience, l'étude Narjani, elle l'a fait avec une femme, c'est-à-dire qu'elle trouve une femme, la femme qui s'appelle Marthe Francillon-Lobre, qui est la première femme interne des hôpitaux de Paris, qui réussit ce concours un peu sélectif, hein, très sélectif à l'époque, pour les femmes en particulier. C'est la première qui réussit ce concours, qui est une gynécologue, qui va faire une carrière de gynécologue et de radiothérapeute après, et qui va l'aider en fait à faire ses mesures, parce que c'est compliqué à faire avec elle. Donc en fait, elle fait avec cette femme qui travaille dans un service à l'hôpital parisien, et elle donne accès à sa clientèle. Elle lui permet de faire ce qu'elle appelle, l'expression qu'elle a, c'est des confidences. Elle mêle des confidences sur la sexualité à des confidences anatomiques. C'est comme ça qu'elle évoque les choses. Donc à la fois elle mesure ses femmes, elle veut faire un petit compas, vraiment à l'époque aussi de l'anthropologie physique. Hein. Exactement. J'en ai pas parlé, mais en fait un de ses mentors avant Freud, c'est Gustave Le Bon. Gustave Le Bon va la former intellectuellement, elle va beaucoup apprendre de lui. Et t'es amant de Gustave Le Bon, on ne sait pas. Non, ils ne sont pas amants. Gustave Le Bon va la forcer à avoir un rapport sexuel, mais c'est un rapport sexuel qui est non consenti, qui ne sera pas terminé. Ça, je ne crois pas que c'est dit là, mais c'est dans ses mémoires. Gustave Le Bon est un personnage qui va juste tenter un moment. Et oui, parce qu'elle était beaucoup plus âgée. Beaucoup plus âgée, puis elle dit de manière assez crue qu'il ne se lavait pas souvent. Et que ça ne l'avait pas enchanté particulièrement, même si elle admirait beaucoup Le Bon, parce que c'est quelqu'un, mais elle avait été très surpris qu'il s'intéresse à elle, parce qu'il dit qu'il a une barbe teinte, on se teignait la barbe à l'époque beaucoup, c'était pas très, ça ne plaisait pas, puis physiquement il ne plaisait pas, et puis surtout il avait 70 ans à ce moment-là. Ça, elle parle dans ses mémoires. Oui. Qui sont publiés, non? Non, moi je me suis... Vous avez publié? Peut-être, ça fait partie des possibilités, mais c'est pareil, c'est très volumineux. Il faudrait faire une sélection. Moi j'aime pas sélectionner, moi j'aime bien donner tout, parce que si on sélectionne, je comprends, en même temps, oui, si vous ne faites pas la sélection, ça restreint le public. Voilà, il faut voir. En tout cas, ces mémoires sont intéressantes, puis je m'en suis beaucoup servi pour les notes. Je cite très souvent les mémoires dans les notes. Et donc, elle fait ça avec cette femme, Marthe Francillon-Lobre, à qui elle va se fâcher par la suite, mais cette femme va jouer un rôle assez important, et cette étude Narjani qui paraît complètement loufoque. Moi, quand j'ai découvert cette étude, c'était quand j'ai fait ma thèse. Je lui ai parlé de mon directrice de thèse, mais elle me dit, franchement, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment mesuré ces femmes? Est-ce que c'est pas juste une affabulation? Connaissant le goût de la vérité et le positivisme de Bonaparte, maintenant je sais qu'elle ne ment pas, en tout cas pas consciemment. Donc non, elle pour la vérité, la vérité. Non, je pense qu'elle était très déterminée et très méthodique dans ses démarches. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux-là, et ça a été un peu oblitéré, ces travaux-là, ils ont été cités. Quand elle publie Narjani, elle raconte, je n'ai pas pu vérifier, mais elle raconte que les 5000 exemplaires de la revue, en 2 semaines, sont épuisés. 2500 en Belgique, 2500 en France. Un succès. Un succès. Le texte est discuté. Ferenczi écrit à Freud. Il écrit à Freud au sujet d'un article d'un certain médecin français, je ne sais pas qui c'est, qui a écrit, et Freud dit c'est intéressant, mais je ne suis pas d'accord. Mais quand même, c'est intéressant. C'est discuté par d'autres psychanalystes. Douglas Bryan, un psychanalyste anglais, va faire une séance à la British Psychological Society à Londres sur cet article. Donc discuter un petit peu par le psychanalyste, pas non plus le sujet, mais discuter un peu. C'est repris par les médecins, c'est un texte qu'on trouve des recensions en France, on en trouve en Espagne, on en trouve en Italie, on en trouve en Angleterre, aux États-Unis. Mieux, c'est une étude qui va être reproduite au moins 3 ou 4 fois. Il y a des gens aux États-Unis et en Espagne qui vont reprendre ce protocole, c'est-à-dire que la distance clitoris et urinaire, et la question du plaisir
qui est liée à ça, et qui vont refaire cette étude. Donc, cette étude, en fait, c'était fait dernièrement, ce qui s'était refait Ça a été refait assez récemment, c'était repris, mais là, les réplications, elles ont été faites dans les années 40. 30-40, il y a des réplications qui sont faites. Puis ça arrive à quelle conclusion? Et ça a été confirmé? Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Bon, je ne suis pas intéressé à la vérité, moi j'avoue, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de l'anatomie, de gynécologie, d'histologie, etc. Donc je laisse ça aux spécialistes, mais en tout cas, ce texte a été repris assez récemment. Il y a eu un article aussi fait par un anatomiste et une philosophe qui ont republié, en fait, qui ont repris deux des séries, la série Bonaparte, une autre série, et qu'on fait des analyses statistiques, et qu'on fait un article pour discuter en fait l'actualité de cette question-là. Donc, alors, c'est pas le sujet non plus, mais on ne peut pas non plus en faire, c'est là où je veux en venir, une simple manifestation de sa névrose personnelle. C'est quelque chose qui a été suffisamment repris et qui s'inscrit dans un débat sur la question de la localisation du plaisir sexuel féminin qui est bien plus large que la névrose de Marie Bonaparte. Certes, c'est mêlé, mais c'est pas seulement ça. Et pendant longtemps, et notamment en France, il y a eu Elisabeth Roudinesco qui a parlé aussi, parce qu'elle n'avait pas accès au texte, mais qui a ces éléments, mais qui a des formules un peu dures sur Marie Bonaparte, qui dit qu'en fait ces théories, elle parle de rationalisation de ses propres fantasmes. Donc ces théories seraient finalement des fantasmes. Dans la guerre des 100 ans. Oui. Oui, je me souviens. Mais la guerre des 100 ans, c'est avant 2000. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas accès à tous ces éléments. Oui, et puis même à cet urologue qui c'est 2005. Hein. Oui, c'est donc, oui, c'est juste. Il y a, à mon avis, il y a eu, jusqu'à cette publication vraiment scientifique de cet urologue, il y a une connaissance énorme sur l'anatomie féminine. Oui et non. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai que c'est le cas. Et en même temps, par exemple, il y a un texte de 1968 qui est publié par une militante américaine qui s'appelle Anne Koet, K-O-E-T, qui s'appelle Le mythe de l'orgasme vaginal, dans lequel elle démonte Freud et Bonaparte. Bonaparte aussi, parce qu'elle cite les textes de Bonaparte. En quelle année ? 68. Donc en fait, c'est pas mais Lacan, je ne sais plus où, rigolait sur la question de la sensibilité vaginale en disant un endroit où on peut mettre de l'eau bouillante et que la femme ne sent rien, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du plaisir là-dedans? Comment elle s'appelle, celle qui a écrit en 68? Anne Koet, K-O-E-T. Ok, elle a remis en question. En même temps, c'était une période aussi où la psychanalyse était dominante, donc je pense que sa thèse n'a pas été entendue. Oui, c'est dans un groupe de militantes féministes. À l'époque, on va avoir, vous disiez, au moment où il y a une reprise par des féministes c'est mon corps, mon destin, etc. Enfin, je sais plus l'expression en français. Voilà. Et en fait, elles font des manuels faits par les femmes pour les femmes. Oui. Et là, il y a par exemple Sherry Haidt. C'est juste après les travaux de Kinsey, les travaux de Master et Johnson, qui sont plutôt le début de la sexologie, on va dire, clinique. Quoi. Et après, il y a des féministes qui vont reprendre ça, notamment Sherry Haidt, qui va faire des enquêtes auprès de femmes, et qui va être à l'origine, avec d'autres, de manuels dans lesquels on a des descriptions, où les femmes sont invitées à utiliser des miroirs pour s'observer, connaître leur corps. C'est exactement ce que fait Bonaparte avec sa cousine, en fait. Mais c'est vrai que chez Bonaparte, si on veut être un petit peu honnête, c'est lié aussi à toute une série d'élucubrations, de réflexions. Oui, il a un imaginaire extrêmement fertile. Qui fait qu'on peut comprendre qu'on a pu avoir une lecture un peu sévère, d'autant plus que, j'ai parlé des archives de Bonaparte, c'est vrai que c'est une personne sur qui on a l'impression de tout savoir de sa vie. On a accès à quoi ? À ses écrits, on a quand même ses écrits d'enfance qu'elle a fait entre 7 et 12 ans, commentés par Freud. On a ses rêves, en tout cas, tout n'est pas publié, mais à Washington, il y a tous ses rêves qui sont annotés. On a ses mémoires d'enfance. Elle est transparente. On a l'impression qu'elle est transparente. C'est un livre ouvert. Exactement. Mais c'est une femme, parce que moi je la trouve fascinante. Je me rappelle quand vous aviez présenté, il y avait des collègues qui étaient scandalisés. Moi je trouve incroyable. Elle a une vitalité aussi bien sexuelle qu'intellectuelle qui est formidable. J'étais très étonnée qu'elle était. On connaissait Malinovs, parce que Renato est anthropologue aussi. Et puis tout d'un coup, je dis, mais est-ce que c'est elle-même? J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler d'une histoire entre Malinowski et Bonaparte. Pour moi, c'était une découverte, c'était un couple improbable. Et puis elle décrit dans le bungalow avec toutes les poésies. Je dis, mais oui, c'est écrit là. Renato, il était incrédule. Il disait,
disais, mais c'est pas Mais possible. mais d'ailleurs, le fils de Marie Bonaparte Pierre est devenu ethnologue. Oui, Oui, c'est ça. Je savais qu'elle s'intéressait par l'ethnologie. Je ne savais pas qu'elle allait à ce point de devenir amante, maîtresse de Malinowski. Elle mêlait souvent les niveaux. Oui. Elle hésitait. Pour elle, l'intellectuel et le sexuel étaient vraiment allés de pair. Elle expérimentait. Largement, oui. Une grande liberté intellectuelle et Ah sexuelle. oui, Très,